Pendant toute la durée du conflit, les bateaux continueront de sortir. Le poisson, qui est exclu du plan national de rationnement, se vend bien sur les marchés officiels ou parallèles. Malgré tout, l'activité du port de pêche pâtit du couvre-feu et des restrictions de carburant. On ne pouvait pas aller en mer. Mon père, pendant la guerre, n'allait pas en mer, il ne pouvait pas, il n'y avait pas d'essence pour faire marcher des bateaux. Puis alors, à la voile, c'est pas possible. De toute façon, pour les sorties en mer, c'était très limité. Il y avait 1 heure le matin à partir. Et puis le soir, 1 heure de rentrée aussi, c'était obligatoire. Il y avait au quai, à la cabane du quai, là, où les Allemands avaient un bureau. Là. Alors il fallait faire signer un papier. Puis à la tour Joséphine, il y avait un ponton. Et là, le bateau devait s'arrêter, re-signer encore, avant de sortir en mer. Ils avaient mis un filet dans le port pour un petit sous-marin. Entre la tour Joséphine et l'autre côté. Oui. Alors, fallait, tous les soirs, ils le descendaient, puis tous les matins, ils le remontaient pour que les bateaux puissent passer. Alors si on était trop tard, les bateaux, ils restaient... Ils ne pouvaient pas. Ils rentraient pas. D'ailleurs, je me suis laissé dire que la Canadienne qui avait sombré pendant la guerre, c'était rapport à ça, il avait été arrivé trop tard pour rentrer au port. Il faisait très mauvais temps. Ils avaient donné l'autorisation aux bateaux de rentrer. Mais il n'y avait pas de radio à ce moment-là. Ah bah oui. Alors bon, mais les bateaux, ça fait Ils ne savaient pas, évidemment. Alors, plutôt que se faire tirer dessus, les bateaux restaient en mer, et puis... Ils ont été drossés pratiquement sur les rochers. L'équipage tout entier de la Canadienne a été naufragé. Pendant la guerre, là, mon père lui avait fait la pêche au pibal. En pleine nuit, Oui, en pleine nuit, malgré le couvre-feu. Ils étaient autorisés. Et mon père avait un Osweiss. Osweiss, je crois que ça s'appelle. Elle laissait passer. Les bateaux faisaient surtout beaucoup les casiers, et puis là, pour utiliser moins de carburant pour faire plus longtemps dans le monde, avec le contingent que vous touchez. Ouais. Puis après, j'ai changé, j'étais sur une pinasse. Le patron avait fait mettre un gazogène. Il y en a qui avaient le gazogène au charbon, nous c'était un gazogène à bourre. Alors tout l'avant du bateau, mesdames, on remplissait tout ça de bourre. Les pinasses qui avaient fait installer des gazogènes sortaient quasiment régulièrement, mais c'était un pins fallait faire attention, que la tuyère ne fonde pas, que tout fonctionne bien pour avoir les gaz et tout. Puis alors, avec le si peu de mazout qu'ils avaient aux rations, quoi, leur pas, ils sortaient du port, puis là, ils coupaient l'essence, puis ils marchaient sur le gazogène. 43, je suis sur un bateau, une petite pinasse, 10 mètres, et là, on avait l'essence. Alors, on pouvait sortir, il y avait un peu de vent, on mettait des voiles. Puis en 44, là, il y avait sur un autre bateau à voile. Le bateau faisait 8-9 mètres, mais unique à voile, avec un petit moteur, top. Ouais. Le si peu d'essence qu'on avait, c'était pour rentrer sortir du port. Je me souviens, c'était le père Tomaso qui avait construit Didier Tomaso, qui avait donc construit la Hope. Les difficultés de circulation, la désorganisation de l'économie et la charge des frais d'occupation tels que le logement ou la nourriture aux troupes d'occupation entraînent des difficultés de ravitaillement. Le rationnement alimentaire va alors frapper la population vaincue. Le pain, les légumes, le beurre, la viande, les produits de première nécessité comme le savon, les chaussures, l'habillement, le pétrole ou encore l'essence sont contingentés. Les prix sont encadrés dès l'été 40 et des tickets de rationnement et des bons d'achat sont mis en place sous la responsabilité des mairies et les préfectures. Ces tickets, alors là, d'abord le papier était de très mauvaise qualité, et puis les tickets, c'était comme des timbres, mais alors d'1 centimètre sur 1,5 centimètre, oui. Très petit, alors si vous en perdiez un, c'était foutu. Vous aviez tant de grammes de pain, tant de grammes de beurre, pas encore le beurre, c'était quand même immangeable. Le sucre, l'huile, tout ça, on était quand même très restreint, mais autrement, on n'a pas été malheureux.
On avait tous les légumes, tout le poisson, et on a toujours, tout le monde élevé des lapins. À ce moment-là, beaucoup avaient leur petit jardin. Chez mon grand-père, il y avait un grand jardin chez mon grand-père. Un petit jardin qui était petit chez mes parents. La maison était une maison de 5 sur 5 avec un petit appentis, et puis le terrain faisait tout juste 300 mètres carrés. Bon, tout était en terrain, mais des patates, quoi. Des fois, il y avait des citrouilles. Mais ça remplit pas le ventre, ça. Il y avait selon les âges, il y avait différentes catégories de cartes. Les plus jeunes avaient les J1, ça, il y avait les J2, les J3, et ceux qui travaillaient, les travailleurs de force. Tant et si bien qu'il y avait une chanson, je suis travailleur de force, et moi catégorie J3. À l'époque, oui. Et alors, tous les mois, on allait chercher nos tickets de rationnement. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai été dans une boulangerie pendant 2 mois et le pain n'était pas du tout comme ça. Quand, par exemple, on avait des pains qui faisaient 250 grammes, on les pesait, on les mettait sur la balance et s'ils ne faisaient pas 250 grammes, on coupait dans un gros pain une tartine ou 2 tartines pour faire 250 grammes. Ah, c'était strict. Ben, il faisait la pesée, hein, c'était au gramme près. Ah oui. Moi, je me rappelle très bien une fois, le pain, elle avait trop de poids. Et il m'a enlevé une tartine qui faisait tout juste 5 mm. J'avais mal au cœur. Alors du pain, c'était que du sang. J'avais un cousin un peu éloigné qui était boulanger. J'allais les voir pour commander un petit morceau de pain. J'en avais pas, hein. Il m'en donnait pas, il en avait. Puis c'était du pain qui était immangeable. Alors, à côté de celui que j'apportais de la Chapelle-Hermier, c'était pas du pain blanc, mais presque. Et puis alors bien fait et tout. Puis le prix, je vous ai dit le prix. Le prix normal. Cet homme-là, moi j'ai dit il devrait avoir sa statue parce que. Toute l'alimentation était faite à base de pommes de terre, de haricots, de choux verts. Un litre d'huile devait faire le mois. On se débrouillait avec les légumes, hein. Ouais. Mais par contre, pour le beurre, la viande, pour les affaires, puis tout, il fallait aller chiner dans les campagnes. Hein. Alors nous, des fois, avec le poisson, comme tout était limité, avec du poisson, on pouvait se débrouiller, avoir du beurre ou avoir de la viande. On faisait de l'échange. On apportait notre cotriade, vous voyez, puis il nous donnait un bout de pain, un petit bout de beurre, vous voyez. Un échange sucre contre tabac. Lui, il ne fumait pas, nous, on ne mangeait pas de sucre, pratiquement. Mais c'était pas du marché noir, hein, c'était au prix correct. Hein. Je me souviens aussi d'avoir trifouillé de la barbe de maïs pour le grand-père de maman, justement, pour qu'il puisse fumer sa pipe. On m'a fait des blouses dans des draps, parce qu'il n'y avait pas de tissu pour faire des blouses. On m'a fait un manteau dans une couverture. C'était l'époque où c'était plus les chaussures, c'était les sabots à semelle de bois. On allait faire la queue au sabotier pour avoir une paire de sabots en bois. Des fois, vous faisiez la queue pendant 1 heure, 2 heures. Puis quand vous étiez votre tour, ben, il y avait la marchande qui disait « Ah, il n'y en a plus !» J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Les queues à faire. Oh, mais c'était dingue tout ça. Oh, quelle vie. Quelle vie, quelle vie. Oui, on avait un vicaire. Il avait fait coudre des poches à ma mère, des grandes poches à l'intérieur de la soutane. Alors il allait se ravitailler en campagne et puis il faisait une marché noire, quoi. Hein. J'en connais, je ne nommerai pas de nom, mais qui faisait du marché noir. Mais enfin, en général, vous savez, les petits gens, les gens comme nous, les gens moyens. C'est pas qu'ils ne faisaient pas de marché noir, ils rapportaient, ils troquaient des fois 1 kilo de poisson pour un petit morceau de cochon, puis c'était tout, quoi, ça. Une fois, en revenant, il y avait un poste d'Allemands qui était là. On arrête, les Allemands étaient là. Les gendarmes français étaient là aussi. Et puis, il a dit, alors, d'où viens-tu, mon gars? J'arrive de chez des amis, là, chercher un bout de pain.
Que du pain? Oui, que du pain. Et puis, comme il y avait du beurre, puis que je pensais que je serais fouillé, vous voyez, j'avais attaché mon bas de culotte, puis j'avais mis le beurre dans la culotte. Ah oui. Puis il tape sur mes jambes comme ça. Et là, qu'est-ce que c'est là, hein? Il a écrasé le beurre sur mes jambes. Mais nous n'avions pas de troc, hein. Nous on n'avait rien. C'est parce que les gens étaient bien complaisants de vouloir nous fournir un petit peu de choses pour qu'on n'ait pas trop faim. Chacun qui avait un filon le gardait pour lui. Parce qu'on avait peur des fois que ça se des vols de trop, puis que ça ne soit supprimé. Alors on gardait ce qu'on savait, on le gardait pour nous. Comme si ces difficultés n'étaient pas suffisantes, les hivers 40 et 41 seront rigoureux. Le mois de janvier 1940 sera même le plus froid depuis 1838. Des températures de moins 10 degrés sont relevées par les stations météorologiques de Noirmoutier et de l'Île-Dieu. Chacun se débrouille pour récupérer qui du charbon, qui du bois. On avait des bouillottes, enfin des bouillottes, non? C'était des briques. Des briques. Des briques que ma mère enveloppait dans du tissu. On a voulu un jour voler du bois. Après, on est tombé sur un Allemand qui nous a poursuivis avec sa baïonnette. Je vais vous dire qu'on ne restait pas là. Et nous, on avait le droit d'aller ramasser la grainette, on appelait ça, les aiguilles de pain. Oui. L'usine à gaz marchait au charbon. Et à chaque fois que le camion passait, on mettait une grosse pierre sur le milieu de la route. Donc le camion passe dessus pour faire tomber des boulets de charbon qu'on repassait. Aussitôt qu'il était passé, on enlevait la pierre. Et à chaque fois, vous voyez, on savait à peu près à l'heure qu'il passait. L'entraide, la débrouillardise pallient tant bien que mal à ces conditions de vie difficiles. Il en va de même pour les déplacements. Le gazogène apparaît sur les voitures, tandis que les heureux propriétaires d'un vélo tentent de les maintenir en état et d'échapper aux réquisitions allemandes. Alors, les vélos, c'était pareil, bon, pour les pneus. Hein. C'était un tuyau d'arrosage souvent, qui était sur la jante, et puis où il y a la valve, on mettait un bout de ferraille, vissé, et puis ça y est, ça tournait quand même. Au milieu de tous ces événements, les jeunes amoureux gardent l'insouciance de leur âge. Vous m'aviez pas raconté une petite anecdote Ah ben oui, étant donné qu'on sortait ensemble le jeudi, puisque là il n'y avait pas d'école le jeudi, que j'avais fait un petit mot en allemand, puis que l'allemand l'avait autorisé à partir pour venir retrouver sa chérie. En 43, quelque chose comme ça, quand on allait au cinéma le soir, automatiquement il y avait une sentinelle de chaque côté du pont. Oui. Qu'il fallait passer avant l'heure du couvre-feu. Je sais que mon mari m'a toujours dit qu'une fois qu'il a eu traversé le pont pour me laisser, qu'il avait eu la chance de courir assez vite pour partir. Ah oui.